j'ai écrit le livre L'histoire de l'abandon et de l'adoption parce que d'abord, j'ai adopté et j'étais très curieuse de savoir les origines de l'abandon et de l'adoption dans le monde. Comment on a traité les enfants depuis le début des temps, dans les différents pays, dans les différentes sociétés, là où il y avait des religions différentes, et selon les époques, chez les Romains, au Moyen Âge, qu'est-ce qu'on a fait des enfants? Et j'ai été passionnée en allant chercher ces renseignements. Et ensuite, j'ai rencontré des parents adoptants lorsque j'ai été présidente de la Fédération des parents adoptants du Québec. Et rencontrer ces familles m'a donné le goût d'aller encore, d'être même militante pour défendre les droits, pour permettre à plus d'enfants d'entrer, d'avoir des familles ici au Québec. Je trouvais ça important que tout se passe bien, que ce soit fait dans les règles. Alors, je me suis impliquée énormément et un jour, on m'a offert de donner le cours Intervention et adoption internationale à l'Université du Québec, à l'École de travail social. Et je me suis lancée passionnée par toutes les découvertes que j'ai faites et plusieurs adoptés faisaient partie de mes cours, ce qui enrichissait énormément ma matière, en plus de chercher à répondre à leurs questions. Et ensuite, j'ai été en charge de la revue, du journal 3 fois par année de la Fédération des parents adoptants. Et pour ça, je demandais à tous des gens, des parents adoptants, des adoptés, de tous les âges, qui participaient à chaque journal. Donc, ça enrichit et c'est le résultat, j'ai dit, ça ne peut pas se perdre. Tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai ramassé durant ma vie, alors je l'ai mis dans Histoire de l'abandon et de l'adoption. Dans le premier livre, j'ai parlé de l'histoire de l'adoption internationale parce que je trouvais très important de raconter comment ces échanges d'enfants entre pays différents, entre cultures différentes, ont pu commencer. Alors, on voit l'adoption internationale a commencé avec les guerres de Corée et celle du Vietnam, donc dans les années 50 pour la Corée. Et c'est poursuivi, c'était pour protéger ces enfants, les enfants issus, les enfants orphelins de guerre et les enfants issus de relations entre les Américains, les soldats américains et les femmes originaires des pays, donc coréennes. Et ce sont ces enfants-là qui étaient protégés, qui étaient placés en orphelinat pour être protégés parce qu'ils ne pouvaient pas vivre dans les sociétés. Et on a organisé, une famille américaine, les Holt, ont organisé l'adoption internationale de ces enfants-là, de les envoyer de la Corée et du Vietnam vers les États-Unis principalement, mais aussi au Canada, et il y en a eu plusieurs en Europe. Donc, c'est le début de l'adoption internationale. Mais face à l'adoption internationale, s'est posé un paquet d'autres problèmes, comme l'évaluation psychosociale. Ça n'avait plus rapport avec un enfant que les services sociaux connaissaient. Ils ne pouvaient pas évaluer une famille pour un enfant qu'ils connaissaient. Donc là, il fallait qu'ils évaluent une famille pour des enfants qu'ils ne connaissaient pas. Donc, il fallait réorganiser l'évaluation psychosociale, il fallait réorganiser aussi les lois pour faire reconnaître les lois des différents pays, puis pour pouvoir les accorder aux lois du Québec. Alors, comme il y a eu beaucoup de dérapages, parce qu'il y avait des adoptions par contact privé, ça se faisait un petit peu, on croyait beaucoup à la bonne foi des gens, et il a fallu mettre, à un moment donné, un holà, et il y a eu la Convention de la Haye, qui a été un traité très, très important, où il y avait énormément, il y avait 36 pays d'origine des enfants, qui n'avaient jamais participé à des grands débats législatifs mondiaux, qui étaient présents à la Convention de la Haye pour discuter de principes. Et ils ont donc accouché d'une loi internationale sur la coopération en matière d'adoption internationale et la protection des enfants dans toutes les adoptions internationales. Et ils ont mis des documents que chaque pays doit
validé avant que un enfant soit confié à des familles à l'étranger. Ce qui protège beaucoup les enfants et qui s'est été un pas très important. Et maintenant, c'est l'intérêt supérieur des enfants qui est considéré dans toutes les adoptions internationales. C'était cette histoire-là que je trouvais essentielle pour comprendre, pour rentrer dans l'intimité des personnes impliquées dans l'adoption internationale. Je trouvais essentiel qu'on parle de tout le système complet qui englobe les échanges d'enfants dans le monde. Je trouvais très important de parler d'éthique parce que l'intérêt de l'enfant chez les uns et chez les autres peuvent avoir d'énormes différences. Parce que pour certains, l'intérêt de l'enfant, c'est d'abord d'être dans sa famille biologique, peu importe si l'enfant est maltraité ou... Le biologique passe, les liens de sang passent avant tout. Pour d'autres, l'adoption permet de sauver un enfant. Alors, il faut discuter de ces intérêts-là pour vraiment focusser sur cet enfant-là, quel est le meilleur pour lui, mais pas en fonction d'une vision ou d'une politique ou d'une religion ou quoi que ce soit vraiment dans un intérêt humain de l'enfant. Et je trouvais aussi, question d'éthique, je trouvais beaucoup, vous savez que le système d'adoption internationale fait vivre beaucoup de monde. Donc, ça n'a plus de bon sens. Les prix ont augmenté et le nombre d'intermédiaires que le système fait vivre, que le système d'adoption internationale fait vivre, c'est exorbitant. Et tout se fait, évidemment, en argent américain. Même quand vous allez au Vietnam, en Asie, partout dans le monde, vous devez payer comptant en argent américain. Alors, c'est presque inadmissible que ce soit comme ça, parce qu'il y a une perte entre la réalité de réunir un enfant avec une famille et d'avoir autant d'intermédiaires qui s'en mettent, je dirais, des fois plein les poches parce que certains retardent des adoptions parce que c'est plus payant à la longue de les retarder. Alors, je trouvais essentiel de parler d'éthique et de parler de vision des différentes personnes, des différentes religions face à l'enfant. Qui est-il et à travers les époques aussi? Quelle valeur l'enfant a eue? Il y a, avant le 19e siècle, avant les biberons, les choses comme ça, les enfants étaient abandonnés. Il y avait un enfant sur 5 qui mourait avant la vaccination. Un enfant sur 5. Donc, l'enfant n'avait pas beaucoup de valeur avant 5 ans. Donc, ça a évolué, mais dans certains pays, l'enfant n'a toujours pas de valeur parce que les problèmes économiques, sociaux sont tellement élevés que les enfants n'avaient pas de valeur. Sauf que quand les parents de l'Occident sont allés adopter des enfants dans les pays moins développés, là, il y a eu de l'argent qui est arrivé. Donc, les enfants ont pris une valeur, mais monétaire. Et on a insisté pour que les enfants aient une valeur humaine. Parce que la valeur humaine, c'est l'adoption. La valeur monétaire, ça concerne le système. Alors, pour concilier les deux, je trouvais très important de parler de ce chapitre sur l'éthique en adoption dans le monde. L'histoire de l'abandon et de l'adoption au Québec tire ses origines de l'abandon et de l'adoption, comment il a été traité en France. Parce qu'en Europe, les premiers orphelinats ont été créés par Saint Vincent de Paul en 1670 à l'hôpital des Enfants Trouvés à Paris, parce qu'il se désolait de voir tous ces enfants qui étaient laissés dans les rues. Et à partir de des communautés religieuses qui se sont occupées non seulement des enfants, mais ils s'occupaient aussi des indigents, des personnes âgées, ils ont créé les hôpitaux. C'était des gens qui prenaient soin. Donc, quand il y a eu la colonisation de la Nouvelle-France, ces religieux-là sont venus ici pour coloniser
religieusement la Nouvelle-France, qu'on appelait à l'époque. Et c'est donc ce lien-là qui a fait qu'il y a beaucoup d'influences françaises dans notre manière de s'occuper des enfants. D'ailleurs, la société québécoise, je parle beaucoup de l'histoire du Québec dans mon livre, parce que la société québécoise est une société distincte en Amérique du Nord. Par rapport au Canada anglais, le Québec est français, de religion catholique, alors que le reste, c'est anglais. Et aussi, donc, les lois découlent du Code Napoléon, donc du Code français, plutôt que du common law, qui est le fait du reste du Canada. Et donc, cette approche face aux indigents, face aux orphelinats, face à la société, aux activités sociales, ça fait que c'est en continuité avec la France, mais que c'est très différent de l'approche et très différente de celle du reste du Canada. Mon livre, je l'ai écrit pour que les gens soient plus confortables face à l'abandon et à l'adoption. Pour dire que c'est une situation qui est normale, d'arrêter d'avoir créé une espèce de mur de secrets, de choses qui sont tabous, qui créent chez les parents, la mère biologique, chez les enfants de l'adoption et chez même les adoptants, qui créent une espèce de tabou, de secret qui envenime l'atmosphère. Chacun se sent trop coupable. Moi, j'espère que ça puisse déculpabiliser puis dire, bien, il y a des gens qui n'ont pas gardé leurs enfants, mais il y en a d'autres qui les ont pris et puis ils ont fait des enfants. Ces enfants-là sont devenus des adultes épanouis puis ils ont très bien vécu ça. Que ce soit dans la norme, parce que c'est dans la norme. Quand on regarde le nombre d'enfants qui ont été abandonnés, adoptés dans le monde, c'est incroyable. Ce sont des leaders, mais on les stigmatise et j'aimerais que mon livre, si ça peut aider à enlever cette stigmatisation-là, mon but serait plus qu'atteint. Mon livre s'adresse à la population en général. Évidemment, ça peut être principalement pour ceux qui ont travaillé dans l'adoption, les parents adoptants, les adoptés, je dirais peut-être adolescents plus à l'âge adulte, qui pourront se retrouver puis comprendre un peu le phénomène. Comment ça s'est passé? Parce que de tout temps, ça a été tellement un secret, un tabou, personne n'en parlait. Alors, si c'était tabou, ça voulait dire que c'était pas bon. Donc, les gens se culpabilisaient. Alors, en écrivant l'histoire, bien, ça comme déculpabilise parce que ça explique pourquoi les premiers échanges d'enfants ont eu lieu, puis que c'était souvent des bonnes choses que des enfants soient repris par des gens qui étaient capables de s'en occuper, de les éduquer, de les aimer d'abord, de créer un attachement avec eux. Alors, ça s'adresse à tout le monde qui s'intéresse à la vie humaine, parce que ce sont toujours les enfants les plus forts, comme Darwin a dit, ce sont les plus forts qui vont résister puis qui vont vivre leur vie. Donc, ce sont les enfants qui ont résisté, qui ont la résilience, qui ont survécu à l'abandon et qui sont devenus des gens beaucoup plus forts, qui font partie de notre humanité et de notre résilience commune de nos sociétés.